Bonsoir et bienvenue sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Benoît Muche au micro, en direct à 1h40, à minuit 1 et 45 secondes, en studio de Radio Campus à l'Université libre de Bruxelles, pour un nouvel épisode en direct de l'émission Écho dans la nuit, après interruption d'un épisode pour repos de vacances. Voilà le programme pour cette nuit, c'est 5 poèmes de Victor Hugo, la série des 5 châtiments, suivi de la suite et la continuation des contes des 1001 nuits que j'avais laissés en suspens il y a 15 jours. À tout de suite. Chanson. Les châtiments 1 par Victor Hugo. Recueil. Les châtiments 1853. Courtisans, attablés dans la splendide orgie, la bouche par le rire et la soif élargie, vous célébrez César, très bon, très grand, très pur. Vous buvez, apostat, tout ce qu'on révère, le chypre à pleine coupe et la honte à plein verre. Mangez, moi je préfère, vérité, ton pain dur. Boursiers qui tont le peuple, usuriers qui le triche, gai soupeur de chevet, ventru, coquin et riche, amis de foules juifs et de mots pâles grecs, laissez le pauvre en pleurs sous la porte cochère, engraissez-vous, vivez et faites bonne chère, mangez, moi je préfère, probité, ton pain sec. L'opprobre est une lèpre, et le crime, une dartre. Soldats, qui revenez du boulevard Montmartre, le vin, au sang mêlé, jaillit sur vos habits. Chantez, la table emplit l'école militaire, le festin fume, on trinque, on boit, on roule à terre. Mangez, moi je préfère, aux gloires, ton pain bis. Ô peuple des faubourgs, je vous ai vu sublime. Aujourd'hui, vous savez, serre grisée par le crime, plus d'argent dans la poche, au cœur moins de fierté. On va chez nos coups, rire et boire à la barrière. Et vive l'empereur, et vive le salaire. Mangez, moi je préfère ton pain noir, liberté.
Les châtiments de... par Victor Hugo. La femelle, elle est morte. Le mâle, un chat l'emporte et dévore ses os. Au doux nid qui frissonne, qui reviendra? Personne. Pauvres petits oiseaux. Le pâtre, absent par fraude. Le chien mort. Le loup rôde, étend ses noirs panneaux. Au bercail, qui frissonne, qui veillera? Personne. Pauvres petits agneaux. L'homme au bagne, la mère à l'hospice, ô misère, le logis tremble au vent, l'humble berceau frissonne. Qui reste-t-il? Personne. Pauvres petits enfants. Les châtiments 3 par Victor Hugo. Un jour, Dieu sur sa table jouait avec le diable du genre humain haï. Chacun tenait sa carte, l'un jouait Bonaparte et l'autre Mastaï. Un pauvre abbé bien mince, un méchant petit prince, au lisson hasardeux, quel enjeu pitoyable. Dieu fit tant que le diable les gagna tous les deux. « Prends !» cria Dieu le Père, « tu ne sauras qu'en faire !» Le diable dit « Erreur !» et ricanant sous sa cape, il fit de l'un un pape et de l'autre un empereur. I've seen rivers and trees, lakes, mountains, valleys. It's just like that. Any sign of intelligent life? That's the beauty of it. It's just waiting there for us. Our calculations show our planet is perfectly suitable for human life. You don't believe. What can we believe?
Les Châtiments 4 par Victor Hugo. Nous nous promenions parmi les décombres à Roselle Tower et nous écoutions les paroles sombres que disait la mer. L'énorme océan, car nous entendîmes ces vagues chansons. Il disait « Paraissez, vérité sublime et bleus horizons. Le monde captif, sans loi et sans règles, est aux oppresseurs. Volez dans les cieux, ailes des grands aigles, esprit des penseurs. Naissez, levez-vous sur les flots sonores, sur les flots vermeils. Faites dans la nuit poindre vos aurores, peuples et soleils. Vous, laissez passer la foudre et la brume, les vents et les cris, affrontez l'orage, affrontez l'écume, rochers et proscrits. Against this great, and for this great nation. But for far too long now, and the rest of Congress, including the executive branch of government, along with the judicial and legislative, have turned your back on the American people and their core values and principles. I can say with great confidence and speak on behalf of all Americans that your actions against this country are treasonous. All of you, against the will of the American people, have aided and abetted the enemy. You and the rest of Congress, including the President of the United States, have went against the will of your people in Syria, regardless of your position and vote, whether it is a yes or no, is still a political smokescreen, I believe. Wholeheartedly, you do not care about the will and well-being of America or its people. You lied to the American people about the chemical attacks in Syria. The American people know that it was our government that is most likely responsible. There is strong evidence, including video, that these attacks were carried out by Al-Qaeda, and you advocate starting a war, even maybe world war, by taking the same attack and blaming it on Assad. President Barack Hussein Obama has been supporting terrorism. The United States has been funding and aiding its organizations, including the Muslim Brotherhood and Al-Qaeda, for many years now. The same enemy we're supposed to be defeating on the battlefield. At least one country in this world stood up against this government terrorism that you guys support in Egypt, the people of Egypt throughout Mohammed Morsi, which Obama supported as well, as countless Christians have lost their lives under evil people such as this. You swore an oath to protect us and protect from all enemies, both foreign and domestic. The simple irony is the domestic enemy now in this country is the people in government, the United States. And McCain and you and the rest of our leaders are accountable for their actions. It's too bad someone like me is not in office to hold you accountable. Because if I was in a position of power or authority, I would have you all arrested and tried for treason against my country under the grounds of 18 U.S.C. 2381 Treason U.S. Code. Whoever owing allegiance to the United States levies war against them or adheres to their enemies, giving them aid and comfort within the United States or elsewhere, is guilty of treason. That is the code.
The American people are sick of it. This country rose up against you recently. The ratio, hang on, I have a right of free speech. I can finish. The American people opposed the going to war with Syria, which includes many Marines and other veterans by the thousands, was 499 to 1. That is 99% of the people of this country. So if you and the rest of this government are truly for the American people and representatives of us, I suggest this time you listen, because nobody wants another war or strike in Syria or anywhere else. Bring our brothers and sisters home. I am truly disgusted that you people are my leaders. Well, sir, I look forward to you running for office. Nobody's preventing you from that, even in this treasonous country. Register, I don't know if you're a registered voter or not, and run for office, and we'll be glad to put you up for the voters and have their opinion. I put myself up for voters now 8 times. Les châtiments. 5. Par Victor Hugo. Sa grandeur éblouit l'histoire. 15 ans, il fut le dieu qui traînait la victoire sur un affût. L'Europe, sous la loi guerrière, se débattit. Toi, son singe, marche derrière, petit, petit. Napoléon dans la bataille, grave et serein, guidait à travers la mitraille l'aigle d'airain. Il entra sur le pont d'Arcole, il en sortit. Voici de l'or, viens, pille et vole, petit, petit. Berlin, Vienne étaient ses maîtresses. Il les forçait, l'Est, et prenant les forteresses par le corset. Il triompha de 100 Bastilles qu'il investit. Voici pour toi, voici des filles, petit, petit. Il passait les monts et les plaines, tenant en main la palme, la foudre et les rênes du genre humain. Il était ivre de sa gloire qui retentit. Voici du sang, accours, viens boire. Petit, petit. Quand il tomba, lâchant le monde, l'immense mer ouvrit à sa chute profonde son gouffre amer. Il y plongea, sinistre archange, et s'engloutit. Toi, tu te noieras dans la fange, petit, petit.
Continuation de la lecture des contes des 1001 nuits. Suite de la lecture de l'épisode du 6 juillet dernier. Ils nous divertiront fort et ne nous seront point à charge, puisqu'ils ne nous demandent une retraite que pour cette nuit seulement et que leur intention est de nous quitter dès qu'il sera jour. Zobéide et Amin firent difficulté d'accorder à sa fille ce qu'elle demandait, et elle en savait bien la raison elle-même, mais elle leur témoigna une si grande envie d'obtenir d'elle cette faveur qu'elles ne purent la lui refuser. « Allez, lui dit Zobéide, faites-les donc entrer, mais n'oubliez pas de les avertir de ne point parler de ce qui ne les regardera pas et de leur faire lire ce qui est écrit au-dessus de la porte. » À ces mots, sa fille courut ouvrir avec joie, et peu de temps après elle revint accompagnée de 3 calenders. Les 3 calenders firent en entrant une profonde révérence aux dames qui s'étaient levées pour les recevoir et qui leur dirent obligeamment qu'elles étaient les bienvenues. Qu'elles étaient bien aises de trouver l'occasion de les obliger et de contribuer à les remettre de la fatigue de leur voyage. Et enfin, elles les invitèrent à s'asseoir auprès d'elles. La magnificence du lieu et l'honnêteté des dames firent concevoir aux calenders une haute idée de ces belles hôtesses. Mais avant que de prendre place, ayant par hasard jeté les yeux sur le porteur et le voyant habillé à peu près comme d'autres calenders avec lesquels ils étaient en différence sur plusieurs points de discipline, et qui ne se rasaient point la barbe et les sourcils, un d'entre eux prit la parole. « Voilà, dit-il, apparemment un de nos frères arabes est révolté. » Le porteur, à moitié endormi, et la tête échauffée du vin qu'il avait bu, se trouva choqué de ces paroles. Et sans se lever de sa place, il répondit aux calenders en les regardant fièrement. « Asseyez-vous, et ne vous mêlez pas de ce que vous n'avez que faire. N'avez-vous pas lu au-dessus de la porte l'inscription qui y est ? Ne prétendez pas obliger le monde à vivre à votre mode, vivez à la nôtre. » « Bonhomme, reprit le calender qui avait parlé, ne vous mettez point en colère, nous serions bien fâchés de vous en avoir donné le moindre sujet, et nous sommes au contraire prêts à recevoir vos commandements. » La querelle aurait pu avoir des suites, mais les dames s'en mêlèrent et pacifièrent toutes choses. Quand les calenders se furent assis à table, les dames leur servirent à manger, et l'enjouée et sa fille particulièrement prit soin de leur verser à boire. Après que les calenders eurent bu et mangé à discrétion, ils témoignèrent aux dames qu'il se ferait un grand plaisir de leur donner un concert, si elles avaient des instruments, et qu'elles voulussent leur en faire apporter. Elles acceptèrent l'offre avec joie. La belle sa fille se leva pour en aller chercher. Elle revint un moment après et leur présenta une flûte du pays, une flûte persane et un tambour de basque. Chaque calender reçut de sa main l'instrument qu'il voulut choisir, et ils commencèrent tous 3 à jouer un air. Les dames, qui savaient des paroles sur cet air, qui était dépliqué, l'accompagnèrent de leur voix, mais elles s'interrompaient de temps en temps par de grands éclats de rire que leur faisaient faire les paroles. Au plus fort de ce divertissement, et lorsque la compagnie en était le plus en joie, on frappa à la porte. Sa fille cessa de chanter et alla voir ce que c'était. « Messire, dit en cet endroit Scheherazade au sultan, il est bon que votre majesté sache pourquoi l'on frappait si tard à la porte des dames. En voici la raison. Le calife Haroun al-Rachid avait coutume de marcher très souvent la nuit incognito, pour savoir par lui-même si tout était tranquille dans la ville, et s'il ne commettait pas de désordre. Cette nuit-là,
Le calife était sorti de bonne heure, accompagné de Giafar, son grand vizir, et de Mesrour, chef des eunuques de son palais, tous trois déguisés en marchands. En passant par la rue des Trois Dames, ce prince, entendant le son des instruments et des voix et le bruit des éclats de rire, dit au vizir : « Allez, frappez à la porte de cette maison où l'on fait tant de bruit. Je veux y entrer et en apprendre la cause. » Le vizir eut beau lui représenter que c'étaient des femmes qui régalaient ce soir-là, que le vin apparemment leur avait échauffé la tête et qu'il ne devait pas s'exposer à recevoir d'elles quelque insulte, qu'il n'était pas encore heure indue et qu'il ne fallait pas troubler leur divertissement. « Il n'importe, repartit le calife, frappez, je vous l'ordonne. » C'était donc le grand vizir Giafar qui avait frappé à la porte des dames, par ordre du calife, qui ne voulait pas être connu. Sa fille ouvrit, et le vizir, remarquant à la clarté d'une bougie qu'elle tenait que c'était une dame d'une grande beauté, joua parfaitement bien son personnage. Il lui fit une profonde révérence, et il lui dit, d'un air respectueux, « Madame, nous sommes 3 marchands de Moussoul, arrivés depuis environ 10 jours, avec de riches marchandises que nous avons en magasin dans un khan où nous avons pris logement. Nous avons été aujourd'hui chez un marchand de cette ville qui nous avait invités à l'aller voir. Il nous a régalé d'une collation, et comme le vin nous avait mis de belle humeur, il a fait venir une troupe de danseuses. Il était déjà nuit, et dans le temps que l'on jouait des instruments, que les danseuses dansaient et que la compagnie faisait grand bruit, le guet a passé et s'est fait ouvrir. Quelques-uns de la compagnie ont été arrêtés. Pour nous avons été assez heureux pour nous sauver par-dessus une muraille. Mais, ajouta le vizir, comme nous sommes étrangers, et avec cela un peu pris de vin, nous craignons de rencontrer une autre escouade du guet, ou la même, avant que d'arriver à notre khan, qui s'est éloigné d'ici. Nous y arriverons même inutilement, car la porte est fermée et ne sera ouverte que demain matin. Quelque chose qui puisse arriver. C'est pourquoi, madame, ayant ouï en passant des instruments et des voix, nous avons jugé que l'on n'était pas encore retiré chez vous et nous avons pris la liberté de frapper pour vous supplier de nous donner retraite jusqu'au jour. Si nous vous paraissons dignes de prendre part à votre divertissement, nous tâcherons d'y contribuer en ce que nous pourrons pour préparer l'interruption que nous y avons causée. Sinon, faites-nous seulement la grâce de souffrir que nous passions la nuit à ouvert sous votre vestibule. » Pendant ce discours de Giafar, la belle Safie eut le temps d'examiner le vizir et les 2 personnes qui disaient marchands comme lui, et jugeant à leur physionomie que ce n'étaient pas des gens du commun, elle leur dit qu'elle n'était pas la maîtresse et que s'ils voulaient se donner un moment de patience, elle reviendrait leur apporter la réponse. Safie alla faire ce rapport à ses sœurs, qui balancèrent quelque temps sur le parti qu'elles devaient prendre. Mais elles étaient naturellement bienfaisantes, et elles avaient déjà fait la même grâce aux 3 calenders. Ainsi, elles résolurent de les laisser entrer. Le calife, son grand vizir et le chef de ses eunuques, ayant été introduits par la belle Safie, saluèrent les dames et les calenders avec beaucoup de civilité. Les dames les reçurent de même, les croyant marchands, et Zobéide, comme la principale, leur dit d'un air grave et sérieux qui lui convenait: « Vous êtes les bienvenus, mais avant toute chose, ne trouvez pas mauvais que nous vous demandions une grâce. » « Et quelle grâce, madame ?» répondit le vizir. « Peut-on refuser quelque chose de ces belles dames ?» « C'est, reprit Zobéide, de n'avoir que des yeux et point de langue, de ne pas nous faire de questions sur quoi que vous puissiez voir pour en apprendre la cause, et de ne point parler de ce qui ne vous regarde pas, de crainte que vous n'entendiez ce qui ne vous serait point agréable. »« Vous serez au pays, madame, reprit le vizir. Nous ne sommes ni censeurs, ni curieux indiscrets,
C'est bien assez que nous ayons attention à ce qui nous regarde, sans nous mêler de ce qui ne nous regarde pas. » À ces mots, chacun s'assit, la conversation se lia et l'on recommença à boire en faveur des nouveaux venus. Pendant que le vizir Giafar entretenait les dames, le calife ne pouvait cesser d'admirer leur beauté extraordinaire, leur bonne grâce, leur humeur enjouée, leur esprit. D'un autre côté, rien ne lui paraissait plus surprenant que les calenders, tous trois borgnes de l'œil droit. Il se serait volontiers informé de cette singularité, mais la condition qu'on venait d'imposer à lui et à sa compagnie l'empêcha d'en parler. Avec cela, quand il faisait réflexion à la richesse des meubles, à leur arrangement bien entendu, et à la propreté de cette maison, il ne pouvait se persuader qu'il n'y eût pas de l'enchantement. L'entretien était tombé sur les divertissements et les différentes manières de se réjouir. Les calenders se levèrent et dansèrent à leur mode une danse qui augmenta la bonne opinion que les dames avaient déjà conçue d'eux et qui leur attira l'estime du calife et de sa compagnie. Quand les trois calenders eurent achevé leur danse, Zobéide se leva et prenant Amine par la main, « Ma sœur, lui dit-elle, levez-vous. La compagnie ne trouvera pas mauvais que nous ne nous contraignions point, et sa présence n'empêchera pas que nous fassions ce que nous avons coutume de faire. » Amine, qui comprit ce que sa sœur voulait dire, se leva et emporta les plats, la table, les flacons, les tasses et les instruments dont les calenders avaient joué. Sa fille ne demeura pas à rien faire. Elle balaya la salle, mit à sa place tout ce qui était dérangé, moucha les bougies et appliqua d'autres bois d'aloès et d'autres ambres gris. Cela étant fait, elle pria les trois calenders de s'asseoir sur le sofa d'un côté et le calife de l'autre avec sa compagnie. À l'égard du porteur, elle lui dit « Levez-vous, et vous préparez à nous prêter la main à ce que nous allons faire. Un homme tel que vous, qui est comme de la maison, ne doit pas demeurer dans l'inaction. » Le porteur avait un peu cuvé son vin. Il se leva promptement, et après avoir attaché le bas de sa robe à sa ceinture, « Me voilà prêt, dit-il. De quoi s'agit-il » ?»« Cela va bien, répondit sa fille. Attendez que l'on vous parle. Vous ne serez pas longtemps les bras croisés. » Peu de temps après, on vit paraître Amine avec un siège qu'elle posa au milieu de la salle. Elle alla ensuite à la porte d'un cabinet, et l'ayant ouverte, elle fit signe au porteur de s'approcher. « Venez, lui dit-elle, et m'aidez. » Il obéit, et y étant entré avec elle, et il en sortit un moment après, suivi de 2 chiennes noires, dont chacune avait un collier attaché à une chaîne qu'il tenait, et qui paraissait avoir été maltraitée à coups de fouet. Il s'avança vers elle, et au milieu de la salle. Alors Zobéide, qui s'était assise entre la calender et le calife, se leva et marcha gravement jusqu'où était le porteur. « Ça, dit-elle en poussant un grand soupir, faisons notre devoir. » Elle se retroussa les bras jusqu'au coude, et après avoir pris un fouet que sa fille lui présenta, « Porteur, lui dit-elle, remettez une de ces 2 chiennes à ma sœur Amine, et approchez-vous de moi avec l'autre. » Le porteur fit ce qu'on lui commandait, et quand il se fut approché de Zobéide, la chienne qu'il tenait commença à faire des cris et se tourna vers Zobéide en levant la tête d'une manière suppliante. Mais Zobéide, sans avoir égard à la triste contenance de la chienne qui faisait pitié, ni à ses cris qui remplissaient toute la maison, lui donna des coups de fouet à perdre d'haleine, et lorsqu'elle n'eut plus la force de lui en donner davantage, elle jeta le fouet par terre. Puis, prenant la chaîne de la main du porteur, elle leva la chienne par les pattes, et se mettant toutes 2 à se regarder d'un air triste et touchant, elles pleurèrent l'une sur l'autre. Enfin, Zobéide tira son mouchoir, essuya les larmes de la chienne, la baisa, et remettant la chaîne au porteur, « Allez, lui dit-elle, ramenez-la d'où vous l'avez prise, et amenez-moi l'autre. » Le porteur ramena la chienne fouettée au cabinet, et en revenant, il prit l'autre des mains d'Amine, et la présenter à Zobéide qui l'attendait. « Tenez-la comme la première, lui dit-elle. Puis ayant repris le fouet, elle la maltraita de la même manière. Elle pleura ensuite avec elle, essuya ses pleurs, la baisa et la remit au porteur, à qui l'agréable Amine épargna la peine de la ramener au cabinet, car elle s'en chargea elle-même. Cependant, les 3 calenders, le calife et sa compagnie furent extraordinairement
extraordinairement étonné de cette exécution. Il ne pouvait comprendre comment Zobéide, après avoir fouetté avec tant de force les 2 chiennes, animaux immondes, selon leur religion, pleurait ensuite avec elles, leur essuyait les larmes et les baisait. Ils s'en murmurèrent en eux-mêmes. Le calife, surtout, plus impatient que les autres, mourait d'envie de savoir le sujet d'une action qui paraissait si étrange et ne cessait de faire signe au vizir de parler pour s'en informer. Mais le vizir tournait la tête d'un autre côté, jusqu'à ce que, pressé par des signes si souvent réitérés, il répondit par d'autres signes que ce n'était pas le temps de satisfaire sa curiosité. Zobéide demeura quelques instants à la même place au milieu de la salle, comme pour se remettre de la fatigue qu'elle venait de se donner en fouettant les 2 chiennes. « Ma chère sœur, lui dit la belle sa fille, ne vous plaît-il pas de retourner à votre place afin qu'à mon tour je fasse aussi mon personnage ?»« Oui, répondit Zobéide. En disant cela, elle alla s'asseoir sur le sofa, ayant à sa droite le calife, Giafar et Mesrour, et à sa gauche les 3 calenders et le porteur. Après que Zobéide eut repris sa place, toute la compagnie garda quelque temps le silence. Enfin, sa fille, qui s'était assise sur le siège au milieu de la salle, dit à sa sœur Amine, « Ma chère sœur, levez-vous, je vous en conjure, vous comprenez bien ce que je veux dire. » Amine se leva et alla dans un autre cabinet que celui où les 2 chiennes avaient été amenées. Elle en revint, tenant un étui garni de satin jaune, relevé d'une riche broderie d'or et de soie verte. Elle s'approcha de sa fille et ouvrit l'étui où elle tira d'un luth qu'elle lui présenta. Elle le prit, et après avoir mis quelque temps à l'accorder, elle commença à le toucher en l'accompagnant de sa voix. Elle chanta une chanson sur les tourments de l'absence, avec tant d'agrément que le calife et tous les autres en furent charmés. Lorsqu'elle eut achevé, comme elle avait chanté avec beaucoup de passion et d'action en même temps, « Tenez, ma sœur, dit-elle à l'agréable Amine, je n'en puis plus et la voix me manque. Obligez la compagnie en jouant et en chantant à ma place. » Très volontiers, répondit Amine, en s'approchant de sa fille, qui lui remit le luth entre les mains et lui céda la place. Amine, ayant un peu préludé pour voir si l'instrument était d'accord, joua et chanta presque aussi longtemps sur le même sujet, mais avec tant de véhémence, et elle était si touchée, ou pour mieux dire, si pénétrée du sens des paroles qu'elle chantait, que les forces lui manquèrent en achevant. Zobéide voulut lui marquer sa satisfaction. « Ma sœur, dit-elle, vous avez fait des merveilles. On voit bien que vous sentez le mal que vous exprimez si vivement. » Amine n'eut pas le temps de répondre à cette honnêteté. Elle se sentit le cœur si pressé en ce moment qu'elle ne songea qu'à se donner de l'air, en laissant voir à toute la compagnie une gorge et un sein non pas blanc, tel qu'une dame comme Amine devait l'avoir, mais tout meurtri de cicatrices, ce qui fit une espèce d'horreur aux spectateurs. Néanmoins, cela ne lui donna pas de soulagement et ne l'empêcha pas de s'évanouir. Pendant que Zobéide et sa fille coururent au secours de leur sœur, un des calenders ne put s'empêcher de dire « Nous aurions mieux aimé coucher à l'air que d'entrer ici si nous avions cru y voir de pareils spectacles. » Le calife, qui l'entendit, s'approcha de lui et des autres calenders et s'adressant à eux « Que signifie tout ceci ?» dit-il. Celui qui venait de parler lui répondit « Seigneur, nous ne le savons pas plus que vous. » « Quoi ?» reprit le calife. « Vous n'êtes pas de la maison ? Vous ne pouvez rien nous apprendre de ces 2 chiennes noires et de cette dame évanouie et si indignement maltraitée ?»« Seigneur, repartirent les calenders, de notre vie nous nous sommes venus en cette maison et nous n'y sommes entrés que quelques moments avant vous. » Cela augmenta l'étonnement du calife. « Peut-être, répliqua-t-il, que cet homme qui est avec vous en sait quelque chose. » L'un des calenders fit signe au porteur de s'approcher et lui demanda s'il ne savait pas pourquoi les chiennes noires avaient été fouettées et pourquoi le sein d'Amine paraissait meurtri. « Seigneur, répondit le porteur, je puis jurer par le grand du vivant que, si vous ne savez rien de tout cela, nous ne savons pas plus les uns que les autres. Il est bien vrai que je suis de cette ville, mais je ne suis jamais entré dans cette maison. Et si vous êtes surpris de m'y voir, je ne le suis pas moins de m'y trouver en votre compagnie. Ce qui redouble ma surprise, ajouta-t-il, c'est de voir ici aucun homme avec ces dames. » Le calife, sa compagnie et les calenders avaient cru que le porteur était du logis et qu'il pourrait les informer de ce qu'ils désiraient savoir.
Le calife résolut de satisfaire sa curiosité à quelque prix que ce fût, dit aux autres : « Écoutez, puisque nous voilà 7 hommes, et que nous n'avons affaire qu'à 3 dames, obligeons-les à nous donner les éclaircissements que nous souhaitons. Si elles refusent de nous les donner de bon gré, nous en sommes en état de les contraindre. » Le grand vizir, Giafar, s'opposa à cet avis et en fit voir les conséquences au calife, sans toutefois faire connaître ce prince au calender. Et lui adressant la parole comme s'il eût été marchand : « Seigneur, dit-il, considérez, je vous prie, que nous avons notre réputation à conserver. Vous savez à quelles conditions ces dames ont bien voulu nous recevoir chez elles, et nous l'avons accepté. » Que dirait-on de nous si nous y contrevenions ? Nous serions encore plus blâmables s'il nous arrivait quelque malheur. Il n'y a pas d'apparence qu'elles aient exigé de nous cette promesse sans être en état de nous faire repentir si nous ne la tenons pas. En cet endroit, le vizir tira le calife à part et lui parlant tout bas : « Seigneur, poursuivit-il, la nuit ne durera pas encore longtemps. Que votre majesté se donne un peu de patience. Je viendrai prendre ces dames demain matin, je les amènerai devant votre trône et vous apprendrez d'elles tout ce que vous voulez savoir. » Quoique ce conseil fût très judicieux, le calife le rejeta, imposa silence au vizir en lui disant qu'il ne pouvait attendre si longtemps et qu'il prétendait avoir à l'heure même l'éclaircissement qu'il désirait. Il ne s'agissait plus que de savoir qui porterait la parole. Le calife tâcha d'engager les calenders à parler les premiers, mais ils s'en excusèrent. À la fin, ils convinrent tous ensemble que ce serait le porteur. Ils se préparaient à faire la question fatale lorsque Zobéide, après avoir secouru Amine, qui était revenu de son évanouissement, s'approcha d'eux. Comme elle les avait ouïs parler haut et avec chaleur, elle leur dit : « Seigneur, de quoi parlez-vous ? Quelle est votre contestation ?» Le porteur prit alors la parole. « Madame, lui dit-il, ces seigneurs vous supplient de vouloir bien leur expliquer pourquoi, après avoir maltraité vos 2 chiennes, vous avez pleuré avec elles, et d'où vient que la dame qui s'est évanouie a le sein couvert de cicatrices. C'est, madame, ce que je suis chargé de vous demander de leur part. » Zobéide, à ces mots, prit un air fier, et se tournant du côté du calife, de sa compagnie et des calenders : « Est-il vrai, Seigneur, leur dit-elle, que vous l'avez chargé de me faire cette demande ?» Ils répondirent que oui, excepté le vizir Giafar, qui ne dit mot. Sur cet aveu, elle leur dit d'un ton qui marquait combien elle se tenait offensée : « Avant que de vous accorder la grâce que vous nous avez demandé de vous recevoir, afin de prévenir tout sujet d'être mécontente de vous, parce que nous sommes seuls, nous l'avons fait sous la condition que nous vous avons imposé de ne pas parler de ce qui ne vous regardait point, de peur d'entendre ce qui ne vous plairait pas. Après vous avoir reçus et régalés du mieux qu'il nous a été possible, vous ne laissez pas toutefois de manquer de parole. Il est vrai que cela arrive par la facilité que nous avons eue, mais c'est ce qui ne vous excuse point et votre procédé n'est pas honnête. » En achevant ces paroles, elle frappa fortement des pieds et des mains par 3 fois et cria « Venez vite !» Aussitôt une porte s'ouvrit et 7 esclaves noirs, puissants et robustes, entrèrent le sabre à la main, se saisirent chacun d'un des 7 hommes de la compagnie, les jetèrent par terre, les traînèrent au milieu de la salle et se préparèrent à leur couper la tête. Il est aisé de se représenter quelle fut la frayeur du calife. Il se repentit alors, mais trop tard, de n'avoir pas voulu suivre le conseil de son vizir. Cependant, ce malheureux prince, Giafar, Mesrour, le porteur, et les calenders, qui étaient prêts de payer de leur vie leur indiscrète curiosité,
Mais avant qu'ils reçussent le coup de la mort, un des esclaves dit à Zobéide et à ses sœurs : « Haute, puissante et respectable maîtresse, nous commandez-vous de leur couper le cou ?» « Attendez, lui, répondit Zobéide, il faut que je les interroge auparavant. »« Madame, interrompit le porteur effrayé, au nom de Dieu, ne me faites pas mourir pour le crime d'autrui, je suis innocent. Ce sont eux qui sont les coupables. »« Hélas, continua-t-il en pleurant, nous passions le temps si agréablement. Ces calenders borgnes sont la cause de ce malheur. Il n'y a pas de ville qui ne tombe en ruine devant des gens de si mauvais augure, madame. Je vous en supplie, ne me confondez pas le premier et le dernier. Songez qu'il est plus beau de pardonner à un misérable comme moi, dépourvu de tout secours, que de l'accabler de votre pouvoir et de le sacrifier à votre ressentiment. » Zobéide, malgré sa colère, ne put s'empêcher de rire en elle-même des lamentations du porteur. Mais sans s'arrêter à lui, elle adressa la parole aux autres une seconde fois. « Répondez-moi, dit-elle, et m'apprenez qui vous êtes. Autrement, vous n'avez plus qu'un moment à vivre. Je ne puis croire que vous soyez d'honnêtes gens, ni des personnes d'autorité ou de distinction dans votre pays, quel qu'il puisse être. Si cela était, vous auriez eu plus de retenue et plus d'égard pour nous. » Le calife, impatient de son naturel, souffrait infiniment plus que les autres de voir que sa vie dépendait du commandement d'une dame offensée et justement irritée. Mais il commença à concevoir quelque espérance, quand il vit qu'elle voulait savoir qui ils étaient tous, car il s'imagina qu'elle ne lui ferait pas ôter la vie lorsqu'elle serait informée de son rang. C'est pourquoi il dit tout bas au vizir, qui était près de lui, de lui déclarer promptement qui il était. Mais le vizir, prudent et sage, désirait sauver l'honneur de son maître. Et ne voulant pas rendre public le grand affront qu'il s'était attiré lui-même, il répondit seulement « Nous n'avons que ce que nous méritons. » Mais quand, pour obéir au calife, il aurait voulu parler, Zobéide ne lui en aurait pas donné le temps. Elle s'était adressée aux calenders, et les voyant tous trois borgnes, elle leur demanda s'ils étaient frères. Un d'entre eux lui répondit pour les autres « Non, madame, nous ne sommes pas frères par le sang. Nous ne le sommes qu'en qualité de calenders, c'est-à-dire en observant le même genre de vie. » « Vous, reprit-elle, en parlant à un seul en particulier, êtes-vous borgne de naissance ?»« Non, madame, répondit-il, je le suis par une aventure si surprenante qu'il n'y a personne qui n'en profitât si elle était écrite. Après ce malheur, je me fis raser la barbe et les sourcils et me fis calender en prenant l'habit que je porte. » Zobéide fit la même question aux deux autres calenders qui lui firent la même réponse que le premier. Le dernier lui parla et ajouta « Pour vous faire connaître, madame, nous ne sommes pas des personnes du commun, et afin que vous ayez quelque considération pour nous, apprenez que nous sommes tous trois fils de roi. Quoique nous ne soyons jamais vus que ce soir, nous avons eu toutefois le temps de nous faire connaître les uns aux autres pour ce que nous sommes, et j'ose vous assurer que les rois de qui nous tenons le jour ont fait quelque bruit dans ce monde. » À ce discours, Zobéide modéra son courroux et dit aux esclaves « Donnez-leur un peu de liberté, mais demeurez ici. Ceux qui nous racontent leur histoire et le sujet qui les a amenés dans cette maison, ne leur faites point de mal, laissez-les aller où il leur plaira, mais n'épargnez pas ceux qui refuseront de donner cette satisfaction. » « Sire, continua Scheherazade, les trois calenders, le calife, le grand vizir Giafar, l'eunuque Mesrour et le porteur étaient tous au milieu de la salle, assis sur le tapis de pied, en présence des trois dames qui étaient sur le sofa et des esclaves prêts à exécuter tous les ordres qu'elles voudraient leur donner. Le porteur, ayant compris qu'il ne s'agissait que de raconter son histoire pour se délivrer d'un si grand danger, prit la parole le premier et dit « Madame, vous savez déjà mon histoire et le sujet qui m'a amené chez vous. Ainsi, ce que j'ai à vous raconter sera bientôt achevé. Madame, votre sœur que voilà m'a pris ce matin à la place, où en qualité de porteur j'attendais que quelqu'un m'employât et me fît gagner ma vie. Je l'ai suivi chez un marchand de vin, chez un vendeur d'herbes, chez un vendeur d'oranges, de limons et de citrons, puis chez un vendeur d'amandes, de noix, de noisettes et d'autres fruits.
ensuite chez un confiseur et chez un droguiste. De chez le droguiste, mon panier sur la tête et chargé autant que je pouvais être. Je suis venu jusque chez vous, où vous avez eu la bonté de me souffrir jusqu'à présent. C'est une grâce dont je me souviendrai éternellement. Voilà mon histoire. » Quand le porteur eut achevé, Zobéide, satisfaite, lui dit « Sauve-toi, marche, que nous ne te voyions plus. » « Madame, reprit le porteur, je vous supplie de me permettre encore de demeurer. Il ne serait pas juste qu'après avoir donné aux autres le plaisir d'entendre mon histoire, je n'eusse pas aussi celui d'écouter la leur. » En disant cela, il prit place sur un bout de sofa, fort joyeux de se voir hors d'un péril qui l'avait tant alarmé. Après lui, un des 3 calenders prenant la parole et s'adressant à Zobéide, comme à la principale des 3 dames, et comme à celle qui lui avait commandé de parler, commença ainsi son histoire. Histoire du premier calender, fils de roi. Du matin sur Radio Campus, vous écoutez Écho dans la nuit. Cet épisode en direct se termine. C'était Benoît Muche au micro comme chaque dimanche à lundi. J'espère que cet épisode vous a plu. Il a été assez intensif au niveau de ma voix. Je vous donne en tout cas rendez-vous sans faute ce dimanche en fin de semaine, après cette prima noctes à minuit, pour la suite des contes des mille et une nuits et d'autres frioritures littéraires. D'ici là et d'ici demain, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne nuit, de faire de beaux rêves, et je vous laisse en compagnie de Dead Ast avec Dollhouse. À bientôt, à tout bientôt.